Un jeune Ivoirien qui fait frissonner le monde des arts en France grâce à ses œuvres monumentales et complètement fascinantes. En deuxième partie d'émission, Alexandre Branger qui nous présentera, chose étonnante, le garba thérapeutique. Attention mesdames et messieurs, vous allez saliver. C'est midi en direct sur RTI 1. Bonjour à tous et bienvenue avec la bonne vibration du public. Un grand merci spécial à tous nos amis étudiants de l'ESUMAT Abidjan, École supérieure de management et des technologies. Hey, les gars, vous êtes fabuleux, merci d'être là, ça fait plaisir. Et puis on salue nos amis du fan club C'est midi, vous avez complètement ils ont avalé avec votre présence massive. Et cette émission ne peut que bien commencer. Vous allez m'aider, tout en restant dans cette position, à saluer autour de la table Alexandre Branger par vos applaudissements, s'il vous plaît. Le doyen Cassie. Et à son bureau, toujours fidèle au poste, notre cher Paulus Agathon, qui mérite lui aussi vos belles ovations. You may be seated, ladies and gentlemen. Alors, Alexandre Branger, on va parler un peu de culture, d'art aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà participé à un vernissage, une exposition ? Oui, j'ai participé à un vernissage et il s'appelle Mika Jones. C'est un jeune artiste et franchement, il commence à beaucoup percer dans ce domaine et il fait du pop art. Et ce qui est unique en Côte d'Ivoire, parce que c'est pas beaucoup de personnes qui le font, donc je trouve que vraiment, il est très très fort. Vous avez acheté au moins une toile pour... Oui, j'en ai même acheté une toile. Bon, le prix est sous silence, mais franchement, il est très très fort. Ouais. Ah, ok, super. Et il crée un personnage et il te demande de donner des expressions, des mots, de ton humeur. Et en fonction de ça, il te fait une toile. Voilà, c'est-à-dire ce sont tes expressions, grâce à ça, qui peut faire qu'il te réalise une toile. Et votre toile, elle est dans quelle humeur? Plutôt joyeuse? Joyeuse, fâchée, mélangée. Voilà, des couleurs. Mélancolique? Voilà, mélancolique, c'est ça. C'est ça. Doyen Cassie. Alors, je vous reconnais, mais je dirais à peine, parce qu'il n'y a pas le nœud-pop, il n'y a pas le costume, il n'y a pas le chapeau. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Allez. C'est sûr? Oui, il paraît que j'ai pas une vilaine tête, donc j'ai pas intérêt à cacher avec le chapeau. Et vous, là, ça vous parle? Vous êtes client ou pas? Oui, moi je suis artiste. Un poète, c'est un artiste. Est-ce que vous consommez les œuvres des autres artistes? Moi, j'ai pas assez d'argent pour m'en offrir. Mais moi, je construis moi mes tableaux. Avec des économies, on peut faire certaines choses. Oui, bien sûr. Mais moi, je confectionne mes petits tableaux avec mes pensées philosophiques là-dessus. Et puis, je les accroche au mur dans mon salon pour accueillir mes visiteurs. Bah, c'est super, c'est original. J'en vois un. Je vous en prendrai alors. Je vous en prendrai un après. Paulus Agathon, petite question aussi pour vous. Est-ce que vous avez un coup de cœur artistique? Absolument, cher Jean-Michel. J'ai rencontré un jeune homme il doit avoir quelques semaines, Ernest Aké. Il m'a véritablement impressionné parce qu'il fait en fait des œuvres d'art à partir d'emballages de biscuits recyclés. C'est vraiment fantastique, quoi. Il y a de belles choses, il y a un vrai bouillonnement artistique dans notre pays, on ne peut en être que fier, franchement. Ouais. Alors félicitations donc à tous ces artistes qui font la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Je suis constructeur de sculptures monumentales en bois flotté. Ça nous dit un tout petit peu sur notre invité de ce jour. Mais pour plus de détails, c'est Marie-Ange Emiem qui donne sa voix et ses lignes. On y va. C'est midi reçoit aujourd'hui sur son plateau un génie de la sculpture contemporaine. Van Litiéné est un artiste sculpteur et peintre âgé de 40 ans. Originaire de Côte d'Ivoire, il est l'aîné d'une famille de 4 garçons. Il réside actuellement à Besançon, en France. Il obtient son bac artistique au lycée d'enseignement artistique d'Abidjan en 2000, puis son diplôme d'études supérieures artistiques avant d'enseigner pendant 7 ans l'art plastique dans plusieurs lycées en Côte d'Ivoire.
En 2014, il obtient son Master 2 aux Beaux-Arts de Besançon. Il est à ce jour le sculpteur principal du théâtre de la Toupine à Évian-les-Bains. Vanli Tiéné met son art au service de la nature. Il réalise de grandes sculptures, souvent monumentales. Découvrons Vanli Tiéné sur le plateau de ce midi avec Jean-Michel Hénin. Nous allons donc recevoir tout de suite et sans tarder notre invité de ce jour. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, tous debout. Donnons donc un bel accueil, un accueil très chaleureux à Vanli Tiéné. Vanli Tiéné. Vanli Tiéné, bonjour. On va tout de suite pour vous mettre dans le contexte de cette émission. Vous savez, on commence toujours avec une certaine bonne humeur, une façon de taquiner l'invité et son parcours, son récit. C'est très artistique aussi. Dr Philo est la vedette de ce sketch qui va arriver. Il est appuyé, bien sûr, par Alexandre Branger. Le thème du jour, selon Dr Philo. D'ailleurs, où est-ce qu'il est, monsieur Quadio? Il me fatigue, ce monsieur. Je vais essayer de l'appeler. On dit quoi, ça va? Ça va. Faut mettre, on va descendre. Tu es venu vite aujourd'hui, là? Donne-moi ton bois. Ah, pardon, attends. Ah, ça, ah! Oh, ouais. Ça, c'est pour moi, non? Ah, ouais. Papa, aujourd'hui, tu vas dépenser ton argent. Beaucoup d'argent pour toi. Ah bon? Tu connais Vincent, il est très fort. Ah ouais. C'est bon, gardez ton l'argent. Ah bon? Tu prends ton argent, je garde mon bois. C'est bon. Monsieur Quadio? Tu as trop tiré sur moi, mon frère, pardon. Vous les blancs, vous faites rien pour rien, pardon. Comment ça? Non, attends. J'ai mon enfant qui est à Abidjan, qui m'a appelé pour dire que, voilà. Quand tu viens prendre ici, tu t'en prends ça, c'est en France là-bas. Je vais braiser les agoutis là-bas. Je braise agoutis en France, avec ton bois. Et ça marche bien. Tu prends bois ça pour braiser agoutis en France. France là, c'est quel village? Dis-moi. C'est au nord là-bas. Où ça? Fais où? Là-bas. Bro, frère, depuis que tu payes mon bois, si je n'ai jamais vu fumer sortir là-bas. Pardon, tu mens. Quoi, Joe? Tu mens. Je n'ai jamais vu fumer. Pardon. Pardon. D'habitude, là, je te donne, c'est 2000, je te donne, non? Tu dis quoi? Je te donne 2000 d'habitude, non? Tu apprends mon désertation pour aller construire ton pays. Laisse-moi. Je donne plus mon bois. Bon, 100 000. C'est bon, mon bois, c'est bon. 500 000, quoi, Joe? 1 million, tu veux pas mon argent? C'est bon. Quel bois? Tu veux pas mon argent, 500 000, 1 million? Pour bois ça là? Oui. C'est bon. C'est du bois de chêne. C'est pas des petits bois, c'est un très bon bois. C'est quelle chaîne RT1? Des bois là, c'est quoi? Quoi, Joe? C'est bon. Il ne met plus le bois. Mais petit sapot, vous prenez nos bois là, vous venez nous escroquer dans mon village pour partir prendre bois pour faire objet dans les sculptures. Je vais fils et je vais le voir. Nous, si là, on a pris son même maintenant. Merci. Merci à Dr Philo et Alexandre Branger. Je vais t'attraper encore. Le bois au cœur du contentieux, au cœur de la dispute entre tous ces deux-là et aussi au cœur du thème et du parcours de notre invité, ce qui justifie la question que nous vous posons ce lundi. Que pensez-vous pouvoir faire d'extraordinaire avec le bois? Chris Paterna-Sémian avec vous dans les rues d'Abidjan. Chris Paterna-Sémian, c'est votre opinion. Et salut Jean-Michel, très bon début de semaine à tous et à toutes les artistes au talent avéré, capables de donner vie à des objets. On ne met pas en doute votre potentiel de créativité, mais si vous vous sentez doté de l'âme d'un artiste, que pouvez-vous faire d'extraordinaire avec le bois? Votre opinion nous intéresse. Le bois, B-O-I-S. Oui. Je pense que le bois représente pour moi tout ce qui est préservation de la nature, tout ce qui fait l'essence de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'avec le bois, on peut tout faire, puisque c'est une matière qui sert à beaucoup de choses, à la sculpture, à la construction, etc., etc. Avec le bois, en tout cas, vraiment, je préfère quand ça nous donne l'homme, ça dégage les gaz, comme on a dit ça en bon français, les gaz carboniques et la poussière. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire dans le bois.
Le bois, la matière, le bois. Bon, ça représente un élément de la nature. Je pense que on a tous besoin du bois. Déjà, moi, je ne l'utilise pas physiquement. Bon, je l'utilise de manière travaillée avec les cahiers. Donc, je pense que sans le bois, vraiment, ce serait... Sans le bois, on peut pas vivre. Bon, on peut faire des sculptures. Pourquoi pas allumer le feu? Je ne vois pas qu'est-ce que je peux faire avec le bois. Bon, par exemple, sculpter des statues, ça aussi c'est extraordinaire. Bon, selon moi, bon, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire avec le bois. Bon, comme il n'y a pas tout étudié le bois, il y a ça aussi, il y a ces facteurs-là aussi. Sinon, selon moi, on peut faire beaucoup avec le bois. Le bois représente un trésor pour moi. Parce que je suis du côté lagunaire, je viens de Grand Laou. Et c'est grâce au bois que nous, on arrive à se déplacer sur l'eau. Nous fabriquons des pirogues. Il y a des tableaux qui sont faits en forme de bois pour découper les légumes dessus. Ouais. Il y a les mortiers, les pilons, et puis il y a les taliers aussi en bois. Quand vous en doutez, cela n'est pas aussi simple que ça, car cela demande une grande ouverture d'esprit et un toucher hors du commun pour des résultats qui dépassent parfois l'imaginaire collectif. À vous le studio. Merci beaucoup Chris Matin-Enseignant. Le bois, matière précieuse, mais surtout aussi matière première de travail de notre invité de ce jour, Tiéné Vanli. Vous êtes Koyaka de Mankono, c'est ça? Parce que Vanli, c'est pas régulier. Ben, après, ça ressemble un peu à un nom occidental, mais après, dans ma dialecte, ça veut dire Papa Ali. Papa Ali. Voilà, donc Papa Ali, voilà. Donc vous tenez ça de votre père? Exactement, c'est le nom de mon grand-père. Qui lui aussi le tient de son père, qui le tient de son Exactement. père et de son père. Voilà, parfait. pour imiter un certain grand parolier de Côte d'Ivoire. Alors vous êtes artiste de sculpture monumentale. Oui. On a déjà eu le temps de découvrir votre parcours, vos diplômes et tout ça, mais votre histoire, elle commence à proprement parler en 1996, avec la confiance que maman a eue en vous et en votre ambition de faire des études artistiques. C'est elle-même, Madame Kamagaté Fatou, qui vous a inscrit au LEA, qui est le lycée d'enseignement artistique d'Abidjan. Exactement. Si vous le permettez, avant tout propos, j'aimerais qu'on tienne une minute de silence pour mon professeur de peinture, M. James Kadjoura, un illustre peintre ivoirien qui nous a quittés la semaine dernière. Donc je prends une minute de silence, s'il vous plaît. Volontiers. Merci. Je vous en prie. Alors, c'est la deuxième fois que nous saluons sa mémoire, parce que la semaine dernière, effectivement, nous avons souligné sa disparition sur ce plateau. C'est toujours important de garder en mémoire le travail de ces grands hommes-là. Alors, 96, l'inscription au LEA, lycée d'enseignement artistique, c'est là où vous avez obtenu vos diplômes, précisément le bac artistique. Exactement. Voilà. Alors, pourquoi maman a eu autant confiance en vous au point de vous orienter? Vous avez dû la convaincre, vous faisiez peut-être quelque chose de particulier, d'interpellant à la maison, des dessins? C'est pas que je l'avais convaincue, mais c'est... elle a vu que j'aimais ça. Donc déjà tout petit, à l'école primaire, moi je faisais ça, dessiner dans les cahiers, tout ça. Et puis après, il fallait trouver le moyen de développer ça, en fait. Donc du coup, quand à l'école primaire, du CP jusqu'au CM2, moi je faisais ça. Mais en même temps, je suivais mes cours, tout ça. Donc du coup, c'est après la classe de 3e. J'ai proposé à ma maman pour dire, bon, ben voilà, moi, j'aime bien ça, j'ai envie de faire ça. Donc, elle m'a dit, bon, il y a une école à Cocody, si tu veux, on peut aller t'inscrire par rapport au concours. Bon, j'ai dit volontiers. Après, je dis, c'est la seule qui a cru en moi parce que, au départ, c'est pas tout le monde qui allait dans ce sens-là. Donc, elle m'a dit, c'est ce que tu veux faire. On s'est assis un soir. J'ai dit, oui, c'est ce que je veux faire. Elle m'a dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, elle a fait mon inscription. À mon issue, je ne savais même pas. Puis, elle m'a dit, non, j'étais inscrit au concours, tout ça. Bah, j'étais super content. J'ai dit, bon, on va y aller. Donc, c'est comme ça que j'ai passé le concours d'entrée au LEA. Et puis, ça fonctionnait? Ouais, ça fonctionnait. Et c'est quand même cherché le résultat. Et puis, bon, elle est venue, elle m'a dit, bon, voilà, t'as reçu au concours. J'étais super content. Et puis, bon, voilà, l'histoire a commencé comme ça. Voilà, qui commence bien. Voilà. OK. Alors, vous avez donc fait vos études là-bas, le bac artistique. Vous avez poursuivi aux Beaux-Arts. C'est ça. Voilà, vous avez décroché le diplôme d'études supérieures artistiques. Exactement. Vous avez été professeur? Professeur, oui. Dans des lycées, j'ai commencé déjà, comme vous l'avez dit, au LEA, où j'ai fait la seconde première terminale. Donc je suis de la promotion du LEA, promotion 1997. Je fais coucou à mes amis, les côtés musique, tout ça. Donc du coup, après ça, le bac, je passe un test d'entrée à l'École nationale des Beaux-Arts d'Abidjan. Je suis réussi et puis bon, là-bas, je vais passer 4 ans pour obtenir le diplôme d'études supérieures artistiques, qu'on appelle DESA. Voilà. Et puis, à la suite de ça, je vais rentrer au CECFA pour la formation pédagogique. Au sorti de là,
Je fais mon premier poste au lycée moderne de Tiasalé. Après Tiasalé, 2 ans après, je suis venu sur Ndoussi, j'ai été affecté sur Ndoussi. Après Ndoussi, je suis revenu sur le lycée Nangué Arbregois 1. Et tout ça, ça a duré 7 ans. Ça a duré 7 ans, voilà. Ok. En 2014, vous envolez pour la France grâce à une bourse d'études de l'Institut supérieur des beaux-arts de Besançon, en France. Dans quelles conditions avez-vous obtenu cette bourse? Au fait, moi je suis, avant d'être enseignant, avant tout je suis un artiste. L'artiste, c'est vrai, on enseigne pour aiguiller du savoir à nos petits frères, tout ça. Mais bon, moi j'avais cette fibre artistique, je suis beaucoup plus matière, pratique que enseignant. Plutôt homme de terrain que exactement, homme de terrain que voilà. Donc du coup, j'ai senti ce besoin-là de vouloir développer quelque chose au fait. Parce que j'ai fait 7 ans, les élèves aimaient bien tout ce que je faisais. Quand je faisais les cours d'art plastique, c'était plein, même en terminale. Bon, j'avais des cours à 8 heures, mais la classe était pleine. Cours d'art plastique à 8 heures, c'est à voir, quoi. Et je t'ai dit quoi? Quelle était la signature du professeur qui attirait tant les élèves? D'abord, j'emmenais les élèves à aimer ce que je faisais déjà. Et puis après, côté vestimentaire, ça allait. Parce qu'un artiste, c'est pas quelqu'un de hasard, c'est pas quelqu'un qui fait les choses comme les autres. Donc du coup, tout de suite, ça a attiré le regard des enfants. Ils ont commencé à s'intéresser à ce que je fais. Voilà. Alors donc la bourse très rapidement, parce qu'on va explorer plusieurs questions. Donc du coup, par rapport à la bourse, c'est la directrice des Beaux-Arts. La directrice des Beaux-Arts, Mme Mathilde Moreau, à qui je rends un vibrant hommage, parce qu'elle fait énormément pour les étudiants aux Beaux-Arts. Si vous avez le temps fin tour aux Beaux-Arts, l'école a été renouvelée grâce à... C'est ce qu'elle fait pour les étudiants. Donc c'est qu'elle qui m'a... Michel la voir pour dire, bon, après moi je vais continuer mes études, tout ça. Elle m'a dit, bon, ok, moi je te propose une bourse pour l'ISBA de Besançon, les Beaux-Arts de Besançon. Si tu veux y aller, il n'y a pas de souci. Donc c'est comme ça que c'est parti. Donc c'est elle qui m'a donné ma chance. Et puis bon, voilà, j'ai saisi. Alors, au bout de 2 ans en France, vous débutez un Master 2 en art. Pendant ces 24 mois, plus 24, c'est ça? 48 mois de séjour, disons, estudiantin en France. Qu'est-ce que vous apprenez de façon générale et qu'est-ce que vous faites parallèlement en dehors des classes, puisque vous êtes artiste en âme? J'imagine que vous ne vous contentiez pas des cours seulement. Au fait, pas seulement des cours, comme tu l'as dit. Quand tu arrives en faute, tu es étudiant, tu vois. Tu fais les activités comme tout étudiant. Tu vas faire du boulot à côté. La journée, tu vas à l'école. Dans la soirée, tu vas faire du job pour pouvoir subvenir à tes besoins, tout ça. Donc, du coup, il y avait tout ça à gérer. Donc, du coup, moi, je suivais mes cours normalement. Et puis, par rapport à la validation de mon Master 2, pour valider le Master 2, il faut faire un stage. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert ces sculptures que vous voyez là, en bois flotté, que l'école avait envoyé par des mails pour des stages à Évian-les-Bains. Donc, par curiosité, je n'étais pas prédestiné à ça, donc par curiosité... Parce qu'au fond, votre formation, elle est spécifique en matière de peinture, que vous êtes... À la base, moi, je suis peintre, parce que j'ai une maîtrise en peinture aux Beaux-Arts d'Abidjan. Donc, arrivé sur la France, moi, j'ai voulu développer autre chose que la peinture, parce que c'est un acquis pour moi. Donc, j'ai voulu voir autre chose. Donc, en voyant ces bois avec des sculptures, ça a attiré ma curiosité. Puis, voilà, je suis allé à Évian-les-Bains pour le stage. C'est comme ça que là-bas que tout a commencé. Voilà. D'accord. Alors, vous parlez de bois flotté. Qu'est-ce que c'est, dans un premier temps, le bois flotté? Bon, c'est très simple. On va aller terre à terre. Le bois flotté, on a flotté, puis on a bois. Flotter, dans flotter, tu as flotte. Donc du coup, c'est du bois qui est passé dans l'eau. Non, d'accord. Voilà. Donc c'est du bois qu'on peut flotter dans les airs ou pas? Comment? On peut flotter dans les airs ou pas? Ah ben, on peut flotter, mais là c'est l'eau, tu vois. Ça, c'est... voilà. Donc je disais, c'est du bois qu'on récupère dans l'eau, et puis ensuite on les transforme pour donner ce qui est là, ce que vous voyez. Voilà. D'accord. Alors vous, pour ramener les choses à vous, ce bois flotté en question, où est-ce que vous allez le trouver en France? Bon, ça tout est cheminement en fait. Le bois, il vient des fleuves déjà. Parce que j'étais dans un grand lac comme chez nous ici, on a la lagune Ébrié. À Évian où je travaille, il y a le lac Léman. Le lac Léman, c'est le plus grand lac d'Europe qui fait frontière, qui sert de frontière entre la Suisse et la France. Donc du coup, on a ce lac qui est là. Donc le bois vient du fleuve du Rhône. Il y a un fleuve qu'on appelle le Rhône là, qui se jette après les orages, tout ça, qui se jette dans le Léman. Et puis dans le Léman, on va à des barrages parce que les gars draguent le bois pour le faire sortir à cause des bateaux qui flottent sur... En fait, vous voulez dire que ce sont des déchets de bois, c'est ça ou bien... Si on veut dire des déchets de la nature, si tu veux. Des déchets, voilà, des déchets de la nature qui se jettent... Mais il faut dire, quand vous dites flotter là, bon, on n'a pas trop... Alors ce bois-là, vous l'achetez ou vous le récupérez gratuitement?
On le récupère, à des endroits, on les récupère gratuitement. D'accord. À certains endroits, on les récupère en échange de quelques sous, ouais, mais pas grand-chose en fait. Y a-t-il des avantages particuliers à travailler le bois flotté? Bon, des avantages particuliers, je dirais, il y a une certaine liberté quand tu travailles le bois flotté. C'est-à-dire, c'est pas la sculpture sur bois. Là, tu es obligé de tailler, machin, tout ça. Avec le bois flotté, tu te laisses guider par le bois, en fait. Tu n'as pas besoin de le casser, machin. Tu te laisses guider par la forme, et puis ça te donne déjà une idée, et puis tu commences à construire. Parce qu'il y a deux techniques, en fait. Soit tu es guidé par un bout de bois, ou tu as une idée déjà de ce que tu veux faire, et puis petit à petit, tu y vas. Alors, le bois flotté en termes de résistance, comparé aux autres types de bois qu'on peut trouver comme matière de travail. Ok. Pour le bois flotté, bon, on a l'impression que le bois, il tombe dans l'eau, la pluie frappe le bois, on a l'impression que le bois va pourrir. Le bois qui passe dans l'eau, il se raffermit, il est plus dur que ce bois, le bois qui va pourrir en forêt, tout ça. Donc, les sculptures sont très résistantes. Minimum 5 ans. Après une sculpture monumentale, la durée de vie, c'est minimum 5 ans, en fait. Voilà. Après, ça descend des essences de bois. On a l'acacia, on a le chêne, qui sont des bois qui sont très durs, à dépendre des essences de bois qui sont dans la sculpture. Donc, le bois flotté, c'est pas forcément un bois qui pourrit, tout ça. C'est un bois qui est très solide. Alors, on a les images en ce moment, c'est très impressionnant, les sculptures que vous faites. Et ce qui nous touche tout de suite, c'est la taille. Là, c'est en time-lapse qui nous permet d'avoir le début du processus jusqu'au bout. Voilà, je crois que on a affaire là à c'est un buste ou c'est plutôt Là c'était lors d'une résidence d'artiste que j'ai fait avec un autre artiste qu'on appelle Didier Viaudet, qui est artiste peintre comme moi. Et puis donc du coup il a couvert un peu la résidence en filmant en time-lapse tout ce que j'allais réaliser du début jusqu'à la fin. Donc vous voyez un peu le processus. Bon, je travaille jusqu'à la nuit tombe, après je reviens le lendemain et puis Ce sont de hautes sculptures. Ah oui. De grosses sculptures. Bon, après, ça c'est une sculpture qui va jusqu'à 3,50 m, 4 m de haut. Après, mais ça c'est un masque, hein? C'est pas un masque? Bon, ça je vous explique l'histoire. J'ai été invité au bicentenaire de Gustave Courbet. Gustave Courbet, c'est un illustre peintre français. Donc c'est 200 ans de sa mort. J'ai été invité pour réaliser une sculpture. Donc c'est là que j'ai réalisé son buste. C'est son portrait au fait. C'est vraiment impressionnant. Voilà. Alors, c'est quoi le procédé de travail avec le bois flotté? Contrairement, parce que nous, en tant que public, on est plus habitué à la sculpture sur bois. Là, on est dans quelque chose de carrément différent. Dites-nous comment vous travaillez, avec quels outils, avec quelles techniques, avec quels instruments? Ok. Pour travailler le bois flotté, c'est très simple. C'est pas compliqué. Tu as du bois et c'est la manière, l'habilité d'assembler ce bois-là pour donner une forme. Tu vois ce que je veux dire. Maintenant, ça se fait avec des vis, vous voyez sur l'écran, des vis et une visseuse. Voilà, la visseuse qu'on appelle la perceuse, tout ça, électrique. Donc, par rapport à ça, tu donnes des formes et puis tu visses, tu perces et puis tu avances. Mais la base, c'est quoi? Il y a la base qu'on appelle la triangulation. C'est-à-dire 3. Quand je fais un triangle, 1, 2, 3, c'est déjà solide, tu vois ce que je veux dire. Donc, la triangulation, c'est là de tenir la sculpture de manière très solide. Ça, c'est la base. Si la sculpture n'est pas bien triangulée, elle va s'écrouler tout de suite. C'est comme ça. Donc les sculptures que vous voyez sont très solides parce que bon, j'ai maîtrisé cette base-là déjà et puis après j'ai laissé mon côté artistique parler avec les sculpteurs. Vous travaillez seul ou en équipe? Bon, généralement, les gens, quand ils voient les sculptures monumentales que je fais, on pense que je travaille avec 3, 4, 5 personnes, mais je le fais seul. Et combien d'heures ou bien combien de jours vous pouvez mettre à sortir de rien ou du bois une sculpture pareille? Bon, celle que vous voyez là derrière l'écran, j'ai fait. Après, mon ami, il était en train de couvrir l'événement en time-lapse. Je ne devais pas aller trop vite. Donc, on avait une semaine pour finir. Donc, ça, je l'ai fait, je crois, en 3 jours. Et puis, avec comment on appelle le buste, le portrait, pour les 2 sculptures, j'ai mis une semaine. Une semaine. Normalement, c'est un boulot de 2-3 mois. Vous traitez le bois ou bien vous le faites d'une façon naturelle? Non, on ne le traite pas. La particularité, c'est qu'on le prend de manière brute. Moi, je vais chercher le bois tel qu'il est, puis je transforme en sculpture. Donc, aucun produit chimique? Non, aucun produit chimique. C'est des trucs qui sont destinés à l'extérieur. Voilà. Après, je peux en faire d'autres. Du moins, j'en ai fait certains pour l'intérieur. Là, je peux traiter avec du bois pour ne pas que ça pourrisse, tout ça, mais de moyenne taille, de petite taille. Mais monumental comme celle-ci, il n'y a pas. Voilà. Bon, franchement, quand on n'est pas artiste, il y a des questions qu'on se pose. On se dit, mais comment, dans sa tête, comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'il arrive à reproduire l'image qu'il a dans sa tête à partir de tous ces morceaux de bois? Ouais, justement,
c'est un peu ça qui intrigue les gens parce que bon, moi je suis de nature, je fume pas, je bois pas, je prends pas d'alcool, je fume pas. Moi aussi. Donc, personne ne donc du coup, j'ai des amis là-bas qui me disent, bah attends, t'es le mec, tu fumes pas, tu bois pas, mais comment tu arrives à réaliser des trucs comme ça? Bon, est-ce qu'il y a un rapport vraiment? Voilà, j'ai dit, bah ouais, le rapport, mais non, faut quand même prendre quelque chose pour y arriver. Donc moi je bois de l'eau, ça va, tranquille. Mais le problème c'est quoi? Oh, il y a encore de l'eau. Hein. Le problème c'est quoi? C'est d'abord de la passion. Voilà, de la passion. Il faut aimer ce que tu fais. Et puis il faut prendre au sérieux ce que tu fais. Maintenant, là où moi je me distingue des gens, c'est d'être un peu hors norme. Je ne suis pas le seul sculpteur en bois flotté. Tout à fait. Il y en a partout dans le monde. Vous n'avez pas inventé la technique, vous ne faites que la révolutionner à votre façon. Voilà, exactement. Je la révolutionne à ma manière, en faisant des sculptures monumentales. Tu vois. Si on fait un truc de 2 mètres, moi je peux faire jusqu'à 10 mètres. Là, tout de suite, il y a les regards qui sont tirés. Donc, il faut avoir l'épingle du jeu quand on est un artiste. On ne fait pas les choses comme les autres. Voilà. Il ne faut pas suivre la tendance, mais il faut apporter. Il faut créer, c'est ce qui est important. Alors, et cette façon de travailler, cette signature vous permet d'être sollicité par énormément de gens en France, de clients, des institutions culturelles, comment ça s'appelle, des maisons d'art. C'est ça. Généralement, je travaille avec des institutions culturelles. Il y a aussi des appels d'offres par rapport à des résidences d'artistes, ou par rapport à des sculptures ou des monuments qui doivent être réalisés. Donc, je pose des candidatures. Bon, j'ai la chance que j'ai pris à chaque fois, tout ça. Et puis, bon, par exemple, celle-là. C'est un masque, c'est nouveau? Oui, ça c'est le Wambélé que j'ai réalisé, qui fait 7 mètres de haut et puis... 7 mètres de haut? Ça je l'ai réalisé à Châteauvillain, c'est dans une commune de France, en collaboration avec la Nouvelle Laurentine. À quelle occasion? C'était lors d'une expo qui est organisée par la Nouvelle Laurentine. C'est une structure culturelle aussi en France qui est tenue par M. Pierre Giovanni, qui a eu confiance en moi. Donc il m'a appelé, donc il m'a demandé de créer quelque chose de fou qu'on n'a jamais vu, tu vois. Donc je vais faire la proposition du Wambélé. Bon, moi je vais faire ça, c'est un masque de chez moi. Bon, si je promouvois aussi la culture ivoirienne, l'objectif c'est aussi d'arracher des sculptures, tout ça. Mais est-ce que vous avez eu la caution des sages choses? C'est nouveau. Avant de faire ça là-bas. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Merci. Non, je sais de quoi je parle. Donc j'ai fait ça, et puis quand j'ai réalisé, c'était fabuleux, il y a eu du monde pour découvrir ça. Donc voilà. Donc, je précise que vous êtes déclaré à la Maison des artistes en France depuis 2015. Vous avez participé à énormément d'événements majeurs là-bas. Je vais citer juste le premier festival des jardins de la Côte d'Azur. Vous avez participé aussi au bicentenaire de l'illustre peintre français Gustave Courbet. Et puis vous avez réalisé une structure pour le passage du Tour de France à Flagier. Exactement. Alors qu'est-ce que vous représentez en général avec vos structures ou sculptures? Bon, en général, ça dépend de chacun. Tu vois ce que je veux dire? En général, c'est des animaux fantastiques, c'est des monstres. Par rapport à la position qu'on prend pour regarder la sculpture, chacun peut deviner ce qu'il veut. C'est un peu ça l'objectif, interagir avec le spectateur. Donc en général, c'est des animaux fantastiques, des trucs qui n'existent pas en fait. Voilà. Et puis on devine, en général, c'est des animaux qui ont existé dans la préhistoire, ça s'appelle des dinosaures, ça peut être des monstres, tout ça. Voilà. Mais c'est pour, interpeller la population, puis les amener à aimer ce que tu fais. Ils aiment en fait ce qui sort de l'ordinaire. Voilà. On retrouve vos œuvres dans plusieurs villes de France aujourd'hui, à des hauteurs juste folles. Alors, quelle est la place de la Côte d'Ivoire dans tout ça? Votre pays, celui qui vous a formé à la base? La place de la Côte d'Ivoire, c'est une place majeure déjà, parce que je viens d'ici, et puis moi je suis fier d'être ivoirien, tout ça. Donc quand je fais des sculptures comme ça, que les gens sont ébahis, qui passent sur qu'on appelle la presse française, TF1, France 3, et puis des journaux, de grands journaux, ça me fait que la fierté. Voilà, des journaux régionaux, tout ça, ça me fait que moi ma fierté, parce qu'on parle de l'ivoirien qui travaille ça. Avant tout, je suis ivoirien, avant d'être artiste. Voilà. Ceci dit, que faites-vous pour la Côte d'Ivoire, artistiquement parlant? Est-ce qu'on peut retrouver vos œuvres ici? J'en viens, Jean-Michel. C'est pour ça que voilà, je suis en relation permanente avec les acteurs de l'art ici. En l'occurrence, la directrice des Beaux-Arts. Donc nous sommes en train de concocter un peu des expositions à venir. Et puis voir un peu comment est-ce que je peux venir prodiguer tout ce que j'ai appris à l'Hexagone à mes frères d'ici. Donc il y a des projets qui sont en vue, donc ne vous inquiétez pas. Là j'ai fait, c'est bon, je vais faire une place là-bas, mais non, il faut que tout le monde sache ce qui se passe. Et puis bon, je vais apprendre ça aux autres, voilà. Alors Cantinet Vanly fait des œuvres comme ça, aussi impressionnantes en France. Le
Parlons maintenant du prix. C'est évalué entre combien et combien? C'est plus difficile. Le vrai prix. Le minimum. On ne va pas parler du maximum parce que ça peut s'envoler à tout moment. Le minimum d'une œuvre. Après, ça c'est. Votre premier prix, par exemple. Le premier prix que vous avez touché. Bon, ce que je peux vous dire, je ne vais pas aller trop loin, c'est que... Moi, je vous facilite la tâche, le minimum. Le minimum, bon, la journée, 500 €. Non, vous parlez de vos heures, comment vos heures de travail sont payées. Moi, je parle d'une œuvre que vous vendez. Voilà, bon, par exemple, le masque après, ça dépend de l'envergure et de la taille de... On sait très bien. Ça fait des masques, pas tourner. Ça, on sait. Maintenant, pour le coût, le minimum. Bon, le minimum... Bon, on va dire 3 500 €. 3 500 €, c'est combien de millions de francs CFA? Ça fait plus de... Je sais pas, on va dire 2 millions 500. Ça fait plus de 2 millions 500. Ah ouais, c'est pas mal. Croyez-moi. Bravo. Payer aussi un espace publicitaire, ça s'évalue parfois en millions de francs CFA. On revient pour échanger toujours avec Tiene Vanli dans la deuxième partie de cette émission. À tout de suite sur RTL. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous met en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Comme personne en France aujourd'hui, Tiene Vanli, artiste de sculpture monumentale, est notre invité sur le plateau de ce midi. Il taille du bois, il se taille des parts de marché. On en est tous fiers. Nous poursuivons la discussion avec lui sur ce plateau. Alors Tiene Vanli, votre matière première, c'est le bois flotté, bois récupéré dans les eaux de fleuves européens, et précisément en France où vous êtes. Ouais. Mais également, vous travaillez avec du bois mort. Ouais, bois mort de forêt. Du bois mort de forêt. Parce qu'à des endroits, quand je travaille la matière première de l'endroit, tu vois, Jida. Il y a des endroits où je pourrais trouver du bois flotté. On a du bois de forêt, du bois mort. Donc on a les autorisations pour aller chercher ces bois-là, parce qu'il ne faut pas prendre des bois n'importe comment dans les forêts. Des autorisations préfectorales, pour la mairie aussi, tout ça, qui nous autorisent à aller chercher ce bois-là pour construire des sculptures. Par exemple, le Wambélé, c'est avec du bois de forêt. Voilà. Donc on nous a autorisé à prendre. C'est ça. D'accord. Alors, est-ce que ça répond à une démarche écologique ou du respect environnemental, le fait de travailler avec ce type de matière? Oui, ça participe en part entière à ça. On n'abat pas les bois pour faire des sculptures, au fait. On ne va pas détruire une forêt pour construire une sculpture. Ça ne serait pas vraiment écologique, tout ça. Il y a la nature, il faut tenir compte. Ça, c'est un discours que j'apprécie énormément. On récupère ce que la nature nous offre, en fait. Voilà. On ne va pas la détruire, on récupère ces déchets et puis on la transforme pour faire plaisir aux gens. C'est ce qui est important. Là, comme ça, l'écologie et puis tout le monde utilise son compte, voilà. D'accord. Il n'y a pas que nous qui avons des questions pour vous en plateau, il y a aussi nos chers amis internautes. Paulus Agathon qui va nous rejoindre très rapidement pour faire un peu différent. On est dans de l'artistique, donc on a décidé d'innover. Agathon, Paulus, sous les applaudissements, pour lui qui nous rejoint avec sa tablette. On retrouve le plateau. On fouette un peu les habitudes, ça fait du bien. Oui, ça fait quand même longtemps, c'est pas plus mal. À vous de jouer maintenant. Oui, allez, à vous de jouer. Alors, Jean-Michel, nous avons de nombreux messages sur notre page Facebook. Ça nous ravit. On va démarrer avec le message de Vincent Lilian Conan qui demande quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre activité? Ça, c'est une très belle question. Parce que quand je parle, on a l'impression que tout est facile. C'est pas facile. Quand tu fais un projet, quand tu réponds à un appel d'offres, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Voilà, il y a tout ça. Et puis dans la productivité aussi. Vous savez, en Europe, il y a dans 4 saisons. Ouais. Là, ici, on a l'été toute l'année. Vous avez l'hiver, le printemps, l'automne, tout ça. Donc, je sculpte aussi pendant l'hiver. Quand il fait très froid, les gens sont dans les doudous, tout ça. Moi, je suis en train de sculpter. Des fois, j'ai les mains qui sont gelées. Je n'arrive pas à suivre, il faut que je me repose pendant 10-30 minutes pour que ça refroidisse et puis je reprends encore le tour. Moi j'ai sculpté sous la neige, la pluie et le soleil en même temps.
Donc, c'est pas facile. Vous avez beaucoup parlé de l'Europe et justement on a Maï-Valérie Privat qui dit moi j'ai l'impression que c'est là-bas que ça ne peut marcher. Est-ce que vous avez des clients en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire? Bon, c'est ce que Jean-Michel disait tout à l'heure que je fais pour mon pays. Pour l'instant, il n'y a pas encore de projet ici. Nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour créer un projet par rapport à la Côte d'Ivoire, peut-être plusieurs projets même. Et c'est en de bonnes voies. Je suis là à Abidjan aussi par rapport à ça. Donc j'ai plein de rendez-vous au Centre culturel français avec la directive des Beaux-Arts. Donc nous sommes en train de travailler par rapport à ça. Après, pour dire que ceci va marcher en Afrique, ça marche seulement en Europe qu'ici, elle n'a pas totalement tort. Parce que c'est quoi, ici, les gens te disent, bon, c'est du fagot, on prend du fer du feu, tu vois. Je fais une sculpture, ça n'intéresse pas les gens. Il y a d'autres problèmes à gérer déjà. Mais c'est de montrer de quoi on est parti pour réaliser tout ceci au fait. Voilà, c'est ce courage-là, c'est de la négation et puis croire en ce qu'on veut faire. Voilà. Il faut aimer ce que tu veux faire dans la vie. Si tu n'aimes pas, moi c'est la passion. Si je n'ai pas la passion pour faire ça, c'est pas possible. Parce qu'il faut beaucoup de patience et puis beaucoup de réflexion pour faire ces sculptures-là. Alors Jean-Michel, en ce qui concerne les questions qui n'avaient pas eu réponse, et il faut dire que les internautes expriment beaucoup de fierté, beaucoup de gratitude, voilà, le fait de le recevoir sur notre plateau. Il y a également des messages d'encouragement, comme celui de Guindo Chouko Aboubakar qui dit mes félicitations. Nous avons besoin de beaucoup de personnes comme ce monsieur pour avancer du pays. Voilà. C'est vrai. Merci. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Et donc c'est ainsi que moi je vais vous laisser. On se retrouve. Vous faites combien, 1 mètre combien? Ah, je sais plus. Alors lui, si vous devez faire une représentation de Paulus Agathon en bois, bon, on va faire ça. du bois mort de forêt. Juste pour le taquiner. Allez, merci beaucoup. Des applaudissements pour notre ami Paulus Agathon. Allez, vous avez des projets en tant qu'artiste, projets pour l'année 2020, voire au-delà? Oui, il y a beaucoup de projets. Après, j'ai un agenda qui est très serré, mais je trouve le temps quand même d'honorer tous mes engagements. Voilà. Bon, là, par exemple, c'est pour 2020, vous devez savoir, c'est l'année de l'Afrique en France. Donc, j'ai été invité par le département du Doubs, Besançon, là où j'habite. Là où je serai à ma première exposition personnelle en peinture, cette fois, pas en bois. Parce que si vous oubliez, je suis aussi peintre à la base. Donc, j'ai une exposition de peinture qui sera sponsorisée par le département du Doubs. Et puis, après, j'ai un artiste invité aussi à Andrézy, une petite commune à côté de Paris, où je suis l'artiste invité, où je prévois faire cette année le Kalao Senfou, de 10 mètres de haut. Et toujours la promotion de la culture de cheveux. Exactement. Alors, c'est une question qui me trotte l'esprit depuis une poussière de secondes. Alors, on a vu de grandes structures, avec vous, de grandes structures en bois, avec des dimensions complètement démentielles. J'imagine qu'il y a parfois des vents. Dans certaines régions, il y a des vents, il y a aussi la possibilité de pluie. Quand vous faites des structures comme ça, qu'est-ce qui vous permet de les fixer, de les figer et surtout de garantir leur résistance face à toutes les intempéries qui peuvent éventuellement arriver? C'est vrai, ça c'est une très belle question, Jean-Michel. Parce que quand on voit les sculptures, c'est d'abord une œuvre d'art, mais elle est aussi dangereuse parce que c'est du poids. Le bois, ça pèse énormément. Donc ça, c'est le travail préalable que moi je fais. Moi, je construis tout et tout. Après, il y a toute une équipe pour faire les montages. Par exemple, pour le Père Noël, c'est ça, c'est la tête d'une des sculptures. Du Père Noël. Voilà, la tête est faite déjà. Voilà. La coiffure du Père Noël, c'est du tectonique ou je sais pas. Voilà, c'est du bois flotté, tu vois, tectonique. Voilà. Après, ça peut être les masses, tout ça. Mais ça, cette tête-là fait déjà 3 mètres qu'on va poser sur le corps. Donc, comment est-ce que cette structure, elle arrive à tenir avec le temps et avec les intempéries, avec les risques de, je sais pas, d'effondrement ou de la structure? Je parle d'installation. Lors de l'installation, elles sont posées et puis elles sont, comment on appelle, câblées au fait. Il y a des câbles qui sont tirés depuis le sol pour les maintenir, pour ne pas qu'ils bougent à cause du vent. Mais maintenant, la sculpture en elle-même, dans la construction, comme je te parlais de base de triangulation, le bois, il pèse. Bon, pour l'armature, il y a différentes essences de bois que j'utilise, des bois très lourds. Il y a la répartition des charges. Donc il faut savoir, c'est tout un calcul. Vous êtes un peu comme une sorte d'architecte de la sculpture, c'est ça? Bon, ouais, architecte de la sculpture, si on veut dire. Parce qu'au Beaux-Arts, il y a une anecdote. Quand on a fait le tronc commun en première année, deuxième année, et puis après, pour la troisième année, il fallait choisir ce qu'on voulait faire. Donc après les troncs communs, l'option. L'option, tout ça.
Donc moi, j'avais choisi l'option d'architecte. Donc j'y vais, je pose mes travaux, tout ça, puis les professeurs, ils évaluent. Et puis il y a, comment on appelle, mon professeur d'architecture, qu'on appelle M. Jean-Baptiste Leroy, à qui rend un grand hommage, qui m'a dit, au fait, moi je ne vais pas t'évaluer parce que je ne veux pas de toi ici. J'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, non, tu as des touches de peintre. Bah, je n'ai pas voulu. Après, je me suis retrouvé en peinture, mais j'ai toujours gardé ce petit côté d'architecte là. Donc quand je fais mes sculptures, c'est comme si j'étais construire une maison, tu vois. Il ne faut pas que ça tombe sur les gens, il faut que ça soit solide. Super. Alors est-ce qu'on peut utiliser vos structures en intérieur? Oui, en intérieur, c'est par rapport à la taille. Okay. Je fais des moyennes, monumentales, tu peux pas mettre dans une maison, c'est pas possible. Donc je fais moyenne, petite, on peut mais moi je suis quand même curieux de savoir, le déplacement se fait comment? Par exemple, si quelqu'un vous sollicite aux États-Unis, par exemple, comment vous faites? Comment vous déplacez le matériel, le bois flotté? Vous allez attendre le bois au fleuve aux États-Unis là-bas ou bien comment se fait le transport? Ça dépend, Philo, c'est une très bonne question. Parce que quoi, cette année, on a déplacé le fameux Père Noël jusqu'à Lausanne, c'est-à-dire en Suisse. Par quel moyen? Sur une barque, au fait. Une barque? Ouais, on est passé sur l'eau. Bon, ça a été beaucoup médiatisé. Mais les consignes de sécurité ont été respectées pour déplacer la sculpture. Après, si c'est aux États-Unis, je n'ai pas fait une sculpture pour l'emmener là-bas. À moins que je le fasse, on met dans un conteneur pour le transpose. On va trouver le bois directement à in situ, puis je construis. Maintenant, pour le déplacement, tu as parlé de déplacement, tout ça, c'est avec des grues. D'accord. Okay. Voilà, la machine est là, elle va lever la sculpture, poser. Merci beaucoup, Thierry Verly, vous êtes un artiste fabuleux, avec un art qui nous fascine toujours autant. Nous allons tout de suite prendre maintenant l'émotion et également les conseils, 6 conseils il y a, de notre cher doyen qui lui aussi est complètement admiratif de votre travail. Okay. On ne peut que vous encourager, M. Témé. Merci. Oui, c'est bien de travailler sérieusement et de donner de beaux résultats. Merci. Déjà, vous avez compris que pour que l'artiste aujourd'hui survive, il faut qu'il fasse preuve d'originalité et de créativité. Vous l'avez déjà compris. Merci. Vous savez, la valeur d'une œuvre d'art est très relative, très subjective. Donc, ce que vous allez faire, c'est beaucoup de recherche pour pouvoir adapter vos thèmes au marché. Parce qu'une pièce que vous vendez facilement à Paris à 5 000 €, c'est possible qu'à Tibissou, chez moi, on veuille vous prendre ça à 3 000 francs CFA. Hein? Je suis tout à fait d'accord. Vous voyez? Donc, il faut voir des thèmes qui peuvent nous intéresser lorsque vous serez chez nous avec votre art pour pouvoir adapter ces thèmes-là à nos réalités en vue de pouvoir tirer assez de profit. Okay. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Thierry Verly, merci de passer sur le plateau de ce midi. Sachez que votre pays a besoin de votre génie. Oui. J'imagine qu'il y a plusieurs maires de communes de Côte d'Ivoire qui regardent cette émission et qui sûrement peut-être essaieront de vous contacter pour, pourquoi pas, déposer de très belles œuvres d'art oui, c'est ça, avec dans leurs localités respectives. Pourquoi pas. Allez, donc bon retour. Merci. Vous retournez bientôt en France, c'est ça? C'est ça, je viens pour un mois et puis après je repars. D'accord, allez. Donc bon retour, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, du bois des œuvres d'art de notre cher Thierry Verly, nous passons au bois de la table avec une spécialité toute particulière, le garba thérapeutique. C'est la première fois qu'on en entend parler. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se présente? Pourquoi? Alexandre Branger à la recette pour nous. Dans tous les gogos, c'est chap-chap. Connexion moins chère, c'est mou. Ah, connexion bizarre, c'est pas mou. Tapez maintenant étoile 303 étoile 3 dièse pour activer un forfait internet Move et profitez. Move, no limit. Alexandre Branger, c'est Zo. Donc je suis parti à la découverte d'un garba tiki qui s'appelle Dr Ruku. Et d'après lui, il soigne ses clients avec le garba par la forme de son garba, la beauté, l'esthétique et aussi au goût. Donc je suis parti découvrir comment est-ce qu'il faisait ça et aller voir vraiment si ses clients étaient vraiment soignés thérapeutiquement par ce garba-là. Donc nous allons découvrir ça, c'était aux 2 plateaux et j'ai trouvé ça très très zo.
Je vais vous montrer en vidéo tout de suite. Hello, bonjour à tous. Alors, Team C'est Midi aujourd'hui dans ces eaux. Je suis parti à la découverte d'un docteur assez spécial. On l'appelle docteur Roukou. Il soigne les gens par la nourriture. Donc, on va voir pourquoi est-ce qu'il soigne les gens par la nourriture et qu'est-ce qu'il fait pour soigner les Ivoiriens de tous les jours. Donc, les amis, à tout à l'heure. C'est eaux. Je suis avec docteur Roukou. C'est Roukou, c'est ça, non? C'est Roukou, c'est ça. Mais dites-moi, pourquoi on dit docteur Roukou? Pourquoi? Roukou, d'abord, comment ça va par Roukou? Roukou, c'était le surnom d'abord. Depuis 2006, et docteur s'ajoute quand je commence à faire les Garba en 2011. Donc tu es un docteur de Garba? Normalement, c'est très bien dit. Ah ouais. Mais c'est quoi ta spécialité alors? Pourquoi, docteur, là, forcément tu dois soigner les gens. Comment tu soignes les gens? Oui, mais écoute, la faim c'est une maladie. Ah. Hein? Le père, la nation l'a dit, l'homme la faim n'est pas un homme libre. Je suis d'accord. N'est pas un homme libre. Ouais. Tout quand tu viens chez docteur Roukou, voilà, quand il est soigné, voilà, il est guéri. Mais dis-moi, mais ton Garba là, ça a l'air zone, non? Très hyper, très zone. Ah, hein? Ouais. Ça me fait découvrir un peu comment on fait. Il n'y a pas de problème. Comment tu fais le Garba Oui, aussi, si il est servi aussi les gens, c'est toi, non? Il n'y a pas de problème. Les clients sont là, il est midi, c'est l'heure de manger. Donc là, les gars vont se mettre en table pour bien manger le Garba. Tout à l'heure, mais je vais essayer de servir aussi. D'une personne. On mange pas dans ça, hein. C'est un 12 à l'ivoirienne. Donc tu vois ces os. Ami, c'est bon, ami, c'est moi, ami, c'est Tu vois, non? La prix pour 500, non? Ouais, ça, c'est 500. Et ça, c'est combien ça là? Ah, c'est 1000 francs le plat. Et 500, c'est des pommes de 500. Voilà, Garba de 500. Ici, c'est 750. La tiki, les tomates en même temps. Et il n'y a pas un peu de mayonnaise? Hein, non, ça c'est 750. Comme ça. Le monde a entendu t'insulter. Hein. Non, c'est quoi? Ils aiment ça. Il y a des protéines. C'est des C'est doux, hein? Donc je suis avec une patiente du docteur Roukou qui tous les lundis me dit qu'elle est présente et qu'elle mange Garba. C'est vrai ça? Oui, oui, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce que tu viens manger ici tous les Garba? Le Garba tous les lundis, il y a quoi ici? Ça, là, on peut pas expliquer. En tout cas, c'est mal doux. Ah, c'est doux. Et comment tu t'appelles? J'ai Mima. Donc tu aimes le Garba. Après la préparation, la dégustation. Donc là on est dans l'espace de dégustation où on paume le Garba. On mange ça. Mais c'est bon, c'est doux. Ça. Mal même. Mais toi tu viens tous les jours, tu manges Garba quoi? Non, c'est les mercredis, quand on a des devoirs. Quand je mange comme ça, c'est vin assuré. C'est bien assuré quand on a un devoir quoi. Vous avez vu le docteur dit, non, c'est pas gens disent que quand ils mangent Garba là, en même temps ils ont un 20 sur 20. Ouais. Mais et vous monsieur, vous n'êtes pas à l'école, vous êtes au travail. Donc le Garba, qu'est-ce que le Garba vous apporte tous les jours? De recours, ça vous apporte quoi? Que le Garba c'est un milieu de belle lurette depuis le lycée. Donc du coup, ça fait partie de notre quotidien en fait. Donc on est tous Garba. Voilà. C'est donc voilà, on est tous Garba, les Ivoiriens sont Garba. Merci docteur Roukou, grâce à toi on mange très bien. Les enfants, est-ce que c'est Zo? C'est Zo même. As-tu un conseil à donner à la jeunesse ivoirienne qui, comme toi, a commencé une activité sans vraiment la connaître et maintenant depuis des années, bon, tu es là, ça te fait du bien, tu aides et puis ton business va s'améliorer? C'est la persévérance dans ce qu'il fait. C'est tout. Persévère, quelle que soit la situation, reste toujours dedans. Ne regarde personne. C'est une vision. Crois à ta vision que tu as et persévère. Un jour, tu y arriveras. Jeune Ivoirien, persévère, crois en toi et confiance en toi. Et n'écoute pas tout ce qu'on te dit aussi. Alexandre Branger, dans le quotidien des Ivoiriens, vous nous avez mis de l'eau à la bouche. Voilà, là c'est ce qu'il fait en termes esthétiques. Ouais, il fait de très belles présentations. Voilà. Je pense que ça va parler chez vous à la maison. Pour faire ça, il voyage souvent aussi dans les pays africains pour aller montrer un peu son talent. Voilà. Et il fait aussi un festival. C'est original cette façon de présenter le Garba. Garbatique, c'est son nom, c'est son festival. Donc je vous invite à tous aller le découvrir, il est très très fort. Et j'ai goûté son Garba aussi pour voir et ça m'a soigné. Hein. Tout ça c'est de l'art. Voilà, merci beaucoup. Merci Alexandre Branger. Merci aussi à tous et toutes à la maison, mesdames et messieurs. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter un excellent mois de février. Un grand merci spécial à Benjamin Ciseaux-d'Or à Koumassi, voilà, qui m'a offert cette belle tenue. Il est pas loin du foyer des jeunes de Koumassi. Bon vent Frangin qui fait un beau travail. Et puis aussi, grand merci à nos amis de l'Esumat Abidjan. Ils sont au top aujourd'hui. L'école supérieure de management et des technologies. Ils apportent une belle ambiance sur ce plateau.
merci au fan club C'est Midi, merci à toute l'équipe technique. Merci Jean-Noël, merci beaucoup. Merci donc à vous, doyen. Merci Lisandro. Merci à Dr Philo. Et puis voilà, on se retrouve demain pour un autre rendez-vous ici à C'est Midi. Ne ratez pas, le JT, c'est juste après nous. Et puis très bonne suite de programme sur RTI 1, mesdames et messieurs. Plein de bonheur à la maison. Et à demain. Merci à Jean-Michel aussi.